Bienvenue sur le podcast La Table des Experts par l'agence d'attractivité des métiers. Aujourd'hui, j'ai testé le métier de technicien SAV Grumobile chez Liber avec Théophile ici présent. On va lui poser plein de questions pour parler de divers thèmes et on va commencer tout de suite par la formation. Quelle est la formation pour devenir technicien SAV Grumobile? Alors moi j'ai commencé par faire un bac pro en maintenance des véhicules de travaux publics et manutention, un BTS en maintenance et après-vente des véhicules de travaux publics et manutention que j'ai fait directement chez Liber. Est-ce que le nom de la formation est toujours le même ou est-ce que ça a changé aujourd'hui? A priori ça aurait changé, c'est MMCM, maintenance des matériels de construction et de manutention. Ça se fait en combien de temps ça? Donc le bac c'est en 3 ans et le BTS c'est en 2 ans. Après, on peut éventuellement faire plus, on peut faire une licence si on veut, mais moi j'ai pas fait de licence. Et est-ce qu'on peut faire le BTS sans avoir forcément fait un bac pro? Oui, bien sûr. Moi, quand j'étais en BTS, j'avais des collègues qui avaient fait des bacs plus généraux ou alors des bacs techniques. Ok, par contre, dans tous les cas, on est obligé d'avoir le bac pour pouvoir arriver en BTS. Oui, pour faire le BTS en question, c'est fortement conseillé et c'est même judicieux d'avoir le bac avant, oui. En termes de coût des études, le BTS, ça coûte combien? Les études à proprement parler ne coûtent rien. Enfin, j'ai fait ça dans un établissement public. Donc, après, vu que c'est en alternance, ben, nous, on est rémunéré par l'employeur. Mais après, moi, entre guillemets, de mon portefeuille direct, ça me coûte rien. Est-ce que c'est facile de trouver une entreprise pour faire l'alternance? Non, c'est pas forcément évident parce que, bon, en Liber, on a la chance que ce soit une grosse entreprise où on a quand même, il y a quand même pas mal de personnes qui peuvent faire maître d'apprentissage, mais parfois dans des petites entreprises, avoir un maître d'apprentissage qui remplit tous les cahiers des charges du BTS, c'est pas forcément évident. Est-ce qu'il y a d'autres formations ou des passerelles, par exemple, pour faire ce métier sans passer par le BTS? Alors ça, c'est une bonne question. Alors, il est possible de faire deux cursus différents, soit BTS, soit en DUT. Mais après, je crois pas que ce soit trop courant les DUT, quoi. Donc le DUT, en fait, il est beaucoup plus généraliste que le BTS. Et de ce fait, c'est plus simple de trouver un maître d'apprentissage en faisant un BTS MMCM. C'est beaucoup plus ciblé sur certains types de produits. Donc je suppose que les entreprises préfèrent que tu aies un BTS qu'un DUT. Oui, en général, je pense que c'est préférable d'avoir un BTS, oui. En termes de conditions d'accès pour le BTS, est-ce que c'est sur concours? Est-ce qu'il y a un dossier à préparer? Comment est-ce qu'on rentre en BTS? Pour le BTS que j'ai fait, en fait, la seule condition pour accéder à l'école, c'est d'avoir un maître d'apprentissage. Est-ce qu'il y a des écoles partout en France ou est-ce qu'il y a certains endroits bien spécifiques où il y a des écoles pour faire ce BTS? Alors je sais que de mémoire, je crois qu'il n'y a pas énormément d'écoles pour faire ce BTS en question. Moi je l'ai fait à Aubernais en Alsace. Le diplôme du BTS, est-ce qu'il est obligatoire pour faire ton métier? Est-ce que c'est une reconnaissance nécessaire ou est-ce qu'on peut faire ce métier sans BTS? Je pense qu'actuellement, il est quasiment obligatoire d'avoir le BTS. Au vu des entreprises, ça met au moins un niveau minimum au moment où on peut accéder au monde du travail effectif. Est-ce qu'on a des obligations de formation permanente? Alors, en permanence, oui, parce que au fur et à mesure des années, les machines, les systèmes, il y a tout qui change. Donc en fait, on va très régulièrement faire des formations directement à l'usine en Allemagne, où là, on est vraiment remis à jour sur les connaissances et les compétences. Alors maintenant, on va parler de la mixité homme-femme dans le métier de technicien SAV Grumobile. Est-ce que c'est un métier où on trouve des femmes? À ma connaissance, non. Enfin, du moins chez Liber, moi, j'en connais pas. Donc c'est un métier essentiellement masculin, mais c'est pas pour autant qu'une femme ne pourrait pas le faire. Non, je pense qu'une femme pourrait très bien le faire sans trop de problème. Et est-ce que quand tu étais à l'école, donc dans ton BTS ou même le bac pro, tu avais des filles dans ta classe? Non, jamais. En bac pro ni en BTS. Donc pour l'instant, il n'y a pas trop de femmes dans ce métier, mais est-ce que ce serait difficile pour elles de se faire une place ici, dans ce métier? Bah disons que vu que c'est un monde déjà très masculin, que bon, parfois ils sont quand même très bruts de décoffrage, peut-être pas forcément le plus simple au début pour se faire une place, ça c'est sûr. Je pense que techniquement elle serait peut-être plus rigoureux que les hommes sur certains points. Bon, après, il y a certaines nanas qui sont aussi très brutes de décoffrage et qui n'auraient aucun problème à se retrouver dans un milieu masculin. Petite pensée pour moi-même d'ailleurs. Et donc, je pense qu'effectivement, il y a la place. Après, je pense qu'il faut une première. Et puis voilà, là aujourd'hui, on a montré en faisant le test métier que c'est possible pour une femme. Donc, mesdames, venez. Pour donner envie d'ailleurs aux femmes de venir dans ce métier, est-ce qu'il y a des choses où on pourrait trouver des adaptations pour les femmes justement parce qu'on parle peut-être de charges lourdes, etc. Mais il y a beaucoup de moyens d'aide en fait pour les ports de charges lourdes. Bah alors déjà les ports de charges lourdes en général, que ce soit pour les hommes, pour les femmes, de toute façon moi personnellement je me crève pas l'eau non plus en soulevant un truc. On a tellement maintenant d'appareils qui existent pour se faciliter le travail. Ça je pense que c'est
pas encore trop le souci. Après, ce serait peut-être plus pour le poste de travail à proprement parler, les EPI, les choses comme ça qui sont pas forcément adaptées à l'usage féminin. Clairement, les EPI sont pas toujours adaptés. Moi, j'ai un pantalon de chantier, c'est un pantalon pour homme, mais ça m'empêche pas de venir sur les chantiers. Après, il y a des entreprises qui de plus en plus mettent des EPI femmes. Est-ce qu'il y a un accès aux toilettes à chaque fois sur les chantiers où tu vas? Non. Parfois, clairement, quand on va faire par exemple des chantiers éoliens, il y a un champ, une éolienne, une grue, et nous avec la camionnette, c'est tout. Donc après, on se débrouille du reste, quoi. Bon, après, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas 15 bonhommes qui sont à côté et à regarder si tu dois faire pipi. T'es tranquille, là, au pire, il y a des vaches. Mais donc, tu peux quand même te soulager discrètement, on va dire. Oui, sauf si la première forêt est à 2 km, quoi. Dernière question sur la partie mixité homme-femme. Est-ce que c'est un métier où tu arrives à avoir une vie de famille à côté? C'est la question un peu de la charge mentale. Est-ce que tu arrives à avoir une vie en dehors du travail? Ouais, bien sûr, il faut avoir une vie en dehors du travail. Après, c'est vrai que dans certains cas, quand on a des gros dépannages ou que le travail ne se passe pas toujours comme on le veut, c'est vrai que parfois on ramène un petit peu les problèmes du travail à la maison. Après, il faut vraiment bien couper, faire la part des choses et couper son temps en deux, temps privé et temps professionnel. Sinon, après, dans certains cas, ça peut vite être un petit peu trop envahissant. Et est-ce que tu arrives à avoir des loisirs à côté, à faire des sorties, à voir la famille? Est-ce que tu as encore du temps perso à côté? Ah oui, j'ai encore du temps perso de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. Dans certains cas, si vraiment on sait que un jour on est vraiment chargé, ben, le lendemain on se dit bon bah ok, hier j'étais chargé. Aujourd'hui il faut un petit peu souffler, on part 1 heure plus tôt. On parlait de la différence entre salariat et indépendant. Est-ce que ton métier, c'est un métier qui s'exerce uniquement en salariat ou est-ce qu'on peut être aussi indépendant dans ce métier? Alors au Grue Mobile, il y a les deux. Alors on est majoritairement des salariés. Par contre, on a 2 indépendants qui, eux, entre guillemets, vendent leurs prestations à Liber. Ce qui permet, je suppose, de compenser les périodes de plus forte activité. Oui, aussi, ça permet vraiment quand on a des gros boulots en binôme, par exemple. Est-ce que c'est facile de trouver un emploi dans ce type de job? Donc oui, il est facile de trouver du travail parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui recherchent. Quelqu'un qui sort de l'école aura l'embarras du choix pour savoir vers quelle entreprise il veut se diriger. Quand on recherche un emploi salarié, quel type de contrat on peut trouver? Est-ce que c'est plutôt du contrat stable type CDI, CDD ou est-ce que ça va être de l'intérim, du vacataire? Alors pour ma part, j'ai eu directement un CDI quand je suis sorti de ma période d'alternance. Après, je pense qu'actuellement, dans la majeure partie des cas, ça commence peut-être par une période d'essai et puis si la période d'essai se passe bien, je pense que ça embranche sur un CDI. Quand on se lance en indépendant dans ce métier, quel est l'investissement qu'il faut faire? Alors l'investissement, ça va être, dans notre cas, ça va être une camionnette, de l'outillage et la formation parce que chez les constructeurs, ça va coûter quelque chose. Quand tu dis formation chez les constructeurs, c'est-à-dire que si tu veux bosser pour réparer certaines marques, tu es obligé d'aller te former auprès des constructeurs? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, par exemple, les indépendants qui travaillent chez Liber, ils partent en Allemagne en formation chez Liber pour pouvoir travailler sur les machines de chez nous. Oui. On va parler junior versus senior. Donc junior, c'est-à-dire jeune dans la profession, nouveau, versus senior, c'est-à-dire plus expérimenté dans la profession. Est-ce que c'est facile de se faire une place quand on est junior, qu'on démarre dans ce métier? Alors quand on démarre dans ce métier, pour ma part, c'est assez simple. La seule chose où il faut accepter, entre guillemets, de se faire un petit peu, pas critiquer, mais il faut être vraiment à l'écoute du collègue avec qui on va être en binôme ou de la personne avec qui on va travailler. Qui va nous dire, voilà, on peut faire comme ça, comme ça. Il ne faut pas tout prendre tout de suite pour sa propre personne. Je veux dire, on est là pour apprendre, entre guillemets, parce que quand on arrive dans une entreprise, on ne peut pas tout savoir. Donc on apprend en fait continuellement et même quand on n'est pas forcément nouveau, quand on a déjà un peu d'ancienneté, on en apprend encore tous les jours. Tu parles de binôme, est-ce que du coup c'est une sorte de mentorat, de tutorat que tu es pris sous l'aile d'un plus expérimenté quand tu arrives? Pas forcément, mais quand on arrive chez Liber, on est quasiment mis pendant quelques mois en binôme, justement pour faire de la formation immersive. Donc vraiment, on va faire des entretiens, des mises en route, des choses comme ça. Comme ça, on va vraiment voir et si on a des questions, on peut poser la question aux techniciens plus expérimentés. Est-ce qu'il y a des évolutions dans ton métier? Est-ce qu'on peut évoluer sur autre chose que technicien SAV Grue Mobile? Au sein du groupe Liber, il est possible d'évoluer, de changer entre guillemets de filière, de gamme de produits dans l'entreprise. Donc par exemple, il y a les grues mobiles, les grues à tour, le béton, etc. Donc on peut changer de filière si on le souhaite. Et après, d'un point de vue plus côté grue mobile, il est possible après de passer du côté bureau où on va pouvoir faire du support technique, travail aux pièces détachées, service garantie. Dernière question, dans cette catégorie, on va parler senior, mais cette fois senior, c'est-à-dire personne plus avancée dans la fleur de l'âge.
Est-ce qu'on peut se reconvertir en tant que technicien SAV grue mobile quand on est un senior? Je pense que oui. Après, d'un point de vue purement physique, dans certains cas, c'est peut-être pas forcément le métier le plus tranquille, quoi. Parce que j'ai un collègue, bon, lui, il a pas fait de reconversion, mais au fur et à mesure, ben, forcément, monter, descendre, se coucher sous les machines. Alors, ça va bien quand on a 25-30 ans, mais quand tu as 50-55 ans, voire même un peu plus, je pense que ça va être assez fatigant. Catégorie RSE, c'est-à-dire respect sociétal et environnemental. Est-ce que ton métier est respectueux de l'environnement? Alors oui, déjà, à proprement parler, les machines respectent tout ce qui est normes environnementales actuelles. Le travail en lui-même, alors c'est toujours pareil, on essaye de faire toujours au mieux. Donc quand on fait par exemple des vidanges, des choses comme ça, toutes les huiles usagées, les filtres, tout est trié et ensuite ça part pour le recyclage propre à chaque filiale, quoi. Et ensuite, on essaye de faire vraiment, je pense, le plus attention possible pour être respectueux de l'environnement. Oui, et puis tu te déplaces directement là où il y a la grue sur le chantier, tu fais pas venir les grues à un garage, etc. Donc en fait, au final, ça fait moins de carburant pour les grues aussi, donc c'est plus respectueux. Oui, c'est ça, ouais, forcément, faire déplacer une petite camionnette alors que faire déplacer une grue qui pèse plusieurs dizaines de tonnes, la consommation n'est pas la même, évidemment. Vu que tu entretiens, répares et fais des diagnostics, tu permets aussi de réparer quand il y a des soucis, et donc de ce fait, tu agis pour l'environnement, puisque ça évite qu'il y ait des fuites ou des choses comme ça. Oui, tout à fait, ouais. Parce qu'après, bah, forcément, sur certains chantiers maintenant, même quand il y a des fuites, alors que ce soit 1 litre, 2 litres ou même pas grand-chose, et ben tout de suite, il y a les services, le HSE qui arrive, qui dit ah bah ça va pas, ça pollue, donc il va falloir dépolluer le terrain, etc. Donc de ce fait, il faut aussi faire en sorte que les machines ne fuient pas. Et vu que tu fais un entretien, du coup, est-ce que les grues, elles durent plus longtemps? Le suivi de l'entretien, c'est très important parce que forcément, c'est comme une voiture, mieux le véhicule est entretenu, plus elle va être durable. Donc là, le principe des grues, c'est exactement pareil. Donc machine bien entretenue égale qu'elle va bien durer dans le temps. Et donc, forcément, on n'aura pas besoin forcément de remplacer des pièces ou voire même de remplacer la machine. Du coup, si tu allonges la durée de vie de tes grues, elle a quel âge, la plus vieille grue sur laquelle tu as bossé? La plus vieille grue sur laquelle j'ai travaillé, elle avait plus ou moins 25 ans à peu près. Une vieille 1092 avec le télescope carré. Est-ce que c'est un métier où on se soucie du bien-être du collaborateur, c'est-à-dire du technicien lui-même? Ah oui, moi personnellement, oui, je fais attention à moi. Quand il faut porter les EPI, je porte les EPI. Quand on travaille à genoux, on met la protection au niveau des genoux parce que sinon ça casse les genoux. Après, de toute façon, il n'y a pas de secret. Si on veut être en forme quand on aura 50 ans, il faut prendre quand même un minimum soin de soi quand on travaille, quoi. Dernière question sur cette catégorie RSE, on va parler de l'intelligence artificielle. Est-ce que l'intelligence artificielle a un impact sur ton métier? Actuellement, à ma connaissance, non. Après, dans le futur, est-ce qu'il n'y a pas des choses d'évolution qui vont faire en sorte que l'intelligence artificielle remplace certaines tâches et certaines réflexions de l'homme Je sais pas. Donc ça pourra te faciliter la vie et à la limite te permettre d'aller plus vite sur certaines tâches, mais ça te remplacera pas. Bah, disons qu'il y a des tâches manuelles, l'intelligence artificielle ne fera rien. Dans tous les cas, par exemple, faire un entretien, des choses un peu manuelles, une intelligence artificielle ne va rien résoudre. Par contre, après, ça pourrait être plus du côté diagnostic, recherche de panne, où l'intelligence artificielle pourrait éventuellement nous donner, plus nous aiguiller dans la recherche de panne. Pour terminer, on va parler accessibilité handicap. C'est-à-dire que je vais te citer différents troubles, différents handicaps, et l'objectif c'est que tu me dises si le métier est possible, impossible, ou possible avec des adaptations, si oui lesquelles, même si elles ne sont pas encore mises en place dans la réalité, mais qu'on pourrait éventuellement envisager. Est-ce que si j'ai un handicap moteur, je peux faire le métier de technicien SAV grue mobile? Non, je pense pas. Enfin, on est en mouvement permanent, ça me semble compliqué. Après, pour travailler plus ou moins dans le même secteur d'activité, il faudrait plus s'aiguiller vers un travail type dépannage téléphonique, assistance téléphonique qui serait dans un bureau. Les troubles 10, donc il y en a une petite quantité. Est-ce que si on est dyslexique, on peut faire ce métier? Parce qu'il y a quand même des notices assez conséquentes sur les manuels d'utilisation des machines. Est-ce que c'est adapté pour les dyslexiques? Bah oui, je pense qu'il n'y a pas trop de problème là-dessus. Après, il faut peut-être juste plus prendre son temps pour lire et comprendre les manuels d'utilisation, peut-être. Au pire, si on a besoin d'un coup de main parce qu'on a un peu de mal à comprendre ou à lire les schémas ou les documentations, il ne faut pas hésiter à demander éventuellement de l'aide. Après, on peut toujours prendre un peu plus de temps. Enfin, si on prend 5 minutes de plus, c'est pas la mort non plus. Et de toute façon, c'est pas rédhibitoire. Si je te dis dyspraxie, donc c'est un peu une galère à se repérer dans l'espace. Est-ce que ça peut être gênant pour ton métier? Ça pourrait être
éventuellement gênant parce que vu qu'on va parfois monter sur des machines, descendre sur des machines, ben, si on n'a pas forcément une conception de la profondeur ou de la hauteur, ben, ça peut être quand même un petit peu dangereux. Après, je pense qu'il faut peut-être être plus tranquille dans ses mouvements quand on va avoir tendance à travailler en hauteur. Si je te dis handicap auditif, est-ce que c'est possible de faire ton métier? Oui, je pense que si tu veux, on peut faire le métier sans trop de problèmes. Après, ben, forcément, c'est sûr, on va pas forcément comprendre ou forcément se faire comprendre. Mais je pense que c'est faisable, oui. Après, t'entendras pas forcément les bips non plus, mais il y a les bips, mais il y a des voyants de couleur aussi, donc ça peut permettre de compenser ça. Oui, exactement, on a des avertisseurs lumineux. Après, c'est pareil, on a là, par exemple, en cabine tourelle, on a un bip, il y a une lumière rouge qui clignote. En porteur, c'est pareil. Si la machine recule, il y a des phares qui s'allument. Donc, si on n'a pas l'audition, on a au moins la vue. Si on est vraiment 100% sourd et qu'on n'entend aucun bruit, c'est vrai que ça peut être quand même très très compliqué, quoi. Si on a quand même une légère. On arrive enfin, à comprendre et à entendre des bruits, certains bruits, c'est déjà bien, mais parce qu'après, étant donné que la sécurité quand même et la taille des machines est quand même imposante, ben, si on n'entend pas une machine arriver et puis on se lance directement, ben, ça peut être dangereux. Faire plus attention, du coup, quand on arrive ou quand on circule, à bien regarder autour de soi, effectivement, parce que comme on n'entend pas, ben, du coup, il faut compenser autrement. C'est pas impossible, mais il faut faire beaucoup plus attention. Ouais, voilà, c'est ça. Il faut être vigilant et bien regarder ce qui se passe autour de soi, quoi, en permanence. Si je te dis handicap visuel, est-ce que c'est possible de faire ton métier? Ah non, je pense que ça va pas être possible parce que déjà, il y a des choses vraiment très très petites, très minutieuses à faire. Dans certains cas, des soudures, des choses comme ça à faire. Si, entre guillemets, on arrive à voir que d'un œil, je dirais que ça peut aller. Mais si on est vraiment malvoyant, ça semble très très compliqué. Bah, étant donné qu'en plus, on circule en permanence avec nos véhicules. Si on est malvoyant ou si on est aveugle, ben, c'est impossible de se déplacer de nos propres moyens. On va parler hyperactivité, c'est-à-dire une personne qui a besoin de se dépenser physiquement intensément tous les jours et qui ne tient pas en place. Est-ce que ton métier est adapté pour une personne hyperactive? Ouais, je pense que c'est faisable. Après, il faut juste apprendre à canaliser son énergie. Et puis, s'il est vraiment hyper actif, ben, faut qu'il ait, je sais pas, faire pas du sport avant ou du sport après, mais et qu'il arrive à se canaliser soit de lui-même, soit qu'il travaille en binôme et puis qu'il arrive à être canalisé. Concernant l'hypersensibilité, donc c'est-à-dire le fait de ressentir plus fortement les émotions ou les contrariétés également, est-ce que ça peut être un souci dans ton métier? Ouais, ça pourrait être un souci parce que ben, souvent, ça va pas forcément dans le sens qu'on veut. Donc la contrariété peut être éventuellement un problème, oui. Et si on dit voilà, ben, admettons t'as fini ta journée, tu rentres sur la route, on te dit t'as un dépannage, faut aller ailleurs, ben ça veut dire que t'avais pas forcément eu l'idée dans ta tête de ton plan initial. Ça pourrait être éventuellement compliqué, ouais. Et qui dit hypersensibilité dit aussi relation avec les clients. Est-ce que c'est toujours facile au niveau des relations avec les clients ou est-ce que des fois ben, t'es un peu accueilli de manière douche froide, on va dire? Forcément, il y a des fois, ben, faut sortir un petit peu la lance à incendie pour éteindre le feu. Et puis bon, ben, d'abord, avant de s'énerver, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre les choses tranquillement. De toute façon, nous, ça sert à rien de nous hurler dessus parce que nous, on est là pour solutionner le problème. Donc, si, en me criant dessus, ça va pas avancer plus vite dans tous les cas. Donc, après, il faut juste apprendre à gérer entre guillemets, l'incendie méthodiquement. C'est ça, et puis en fait au final ils sont contents parce que t'as réussi à réparer, ils sont en fait finalement très contents de leur matos et ils changent d'avis et ils sont trop contents que tu sois venu. Ouais, ça va. En général, si ça va, même parfois, si ça va pas forcément bien, il faut juste, ça prend un petit peu de temps, le temps qu'ils se refroidissent un petit peu, et puis après, quand ça fonctionne, que tout le monde repart chez soi, tout le monde est content, tout va bien. On va parler de deux derniers troubles, donc le trouble du spectre autistique, mais également le HPI, qui n'est pas officiellement considéré comme un handicap, le haut potentiel intellectuel, puisqu'il y a des troubles qui sont un peu communs avec les deux. On va notamment parler des hyperesthésies, donc c'est-à-dire quand tu as un des cinq sens qui est plus développé, qui peut aller de juste un peu plus développé à très très handicapant. Est-ce que quand on a une hyperesthésie auditive, ça peut être gênant dans ton métier parce que c'est quand même assez bruyant comme environnement? Ouais, c'est assez bruyant. Enfin, je pense qu'on peut s'adapter parce qu'on peut mettre des bouchons d'oreille, par exemple. Après, ça peut être sûrement fatigant psychologiquement. Parce que physiquement, bon, ben voilà, le bruit va pas nous taper dessus, entre guillemets. Mais par contre, nerveusement, enfin, ça va vraiment nous fatiguer. Parce que forcément, ben, il y a des machines qui tournent, il y en a un qui tape au marteau, il y en a un qui fait de la disqueuse. Donc forcément, on est, je dirais pas dans un bruit, enfin dans un environnement hyper bruyant. Quoique, il y a des fois, c'est quand même fort bruyant. Mais après, vraiment,
Après, nous, c'est pareil. Enfin, moi, personnellement, si c'est bruyant, on met nos bouchons d'oreille qui filtrent. Ça marche très bien et ça évite d'avoir la tête comme ça le soir, quoi. Deuxième hyperesthésie que j'aimerais aborder avec toi sur ton métier, c'est l'hyperesthésie cutanée, donc c'est-à-dire le fait de ne pas supporter d'avoir les mains sales ou collantes ou poisseuses. Est-ce que dans ton métier, ça arrive ce genre de choses? Ça arrive, je vais pas dire tout le temps, mais dans 75% des cas. Donc, alors bon, on travaille avec des gants. Enfin, moi, je travaille avec des gants en permanence. Mais bon, les gants ont une résistance. Elles ont leurs limites. Donc, dans certains cas, enfin, je veux dire, pas un problème avec de l'huile hydraulique. Tu peux mettre les meilleurs gants du monde, le meilleur machin du monde. À un moment ou à un autre, tu vas finir par avoir les mains grasses ou de l'huile dessus. Donc, après, si on est vraiment très très sensible à avoir les mains sales, c'est pas la peine, quoi. Oui, ou alors il faut des super lingettes hyper nettoyantes pour pouvoir te laver les mains après ou avoir de quoi te laver les mains derrière, quoi. Oui, c'est ça. Après, bon, se laver les mains, tout ce qui est nettoyage, ça, on a tout avec nous dans notre camionnette. Mais après, enfin, il y a des boulots. Dans tous les cas, il y aura des travaux où se salir, ce sera. Il n'y aura pas d'autre solution que de se salir dans tous les cas. Donc, si on. Enfin, c'est pas qu'on va aimer d'être sale, bien au contraire. Mais je veux dire, on se protège comme on peut. Et après, ben voilà, on va peut-être être un petit peu sale quand même, quoi. Donc, faut faire avec, c'est tout, c'est comme ça. Deuxième point commun entre le trouble du spectre autistique et le HPI, c'est la routine. D'un côté, le trouble du spectre autistique, ça a besoin d'une routine et d'être rassuré de faire toujours la même chose. Et de l'autre côté, le HPI ne supporte pas la routine et a besoin de challenge. C'est comment la routine dans ton métier? On n'a pas vraiment de routine parce que, en fin de compte, là, cette semaine, par exemple, je fais une mise en route. Ça dure une semaine, mais par exemple, la semaine prochaine, je peux aller faire. J'en sais rien, moi, faire un entretien. Après, ça va durer 2 jours. Après, 2 jours après, je vais faire un dépannage électrique. Le lendemain, je vais faire un dépannage moteur, etc. Donc, la routine, elle a vraiment pas le temps de se mettre en place. Donc, après, si on veut être rassuré de savoir qu'on part à telle heure, qu'on rentre à telle heure, qu'on va faire telle chose tel jour, et que ça va durer toute la semaine, c'est compliqué. C'était le métier de technicien SAV Grumobile avec Liber. N'hésitez pas à aller voir les autres contenus, la vidéo principale de 4 minutes 30, la quinzaine de vidéos format TikTok et le live questions-réponses. Et on se dit à bientôt pour un prochain test métier.